des prisonniers politiques. Il y avait trop d'exilés. Et le président de la République a pris la décision d'autorité pour sortir les prisonniers politiques. Vous vous rappellerez de la situation de Franck Diongo, Diomi Ndongala, si je peux m'arrêter là. Et vous connaissez les exilés, Moïse Katumbi, qui dirait qu'il n'avait même pas de passeport, et son assistant, etc. Aujourd'hui, ils sont au pays. Il a dit qu'il faut une décrispation politique. Et vous voyez, même ses adversaires tournent à travers le pays. Chacun fait sa randonnée. Personne n'est inquiété. Et donc, c'est une avancée spectaculaire en termes de performance de l'atmosphère démocratique. Le président de la République a promis également que la sécurité devra être rendue opérationnelle. Il s'est beaucoup investi pour que cette sécurité se construise à l'est de la République. Je vous assure, le problème de l'Est, c'est un problème assez complexe, que d'aucuns pensent qu'il faut de temps en temps avoir des approches simplifiantes. Et pourtant, on ne cherche pas des solutions simples à des problèmes complexes. Le président de la République a pris le taureau par ses cornes et aujourd'hui, les fameux ADF, qui est une théorie véritablement de complot pour balkaniser l'Est de la République, aujourd'hui, cette complotation est en train d'être réduite à néant. Vous savez, pour une fois, on a touché ces terroristes au cœur de leur action. Le président aurait souhaité que, le plus rapidement possible, que les Congolais aient accès à l'éducation, et notamment au niveau de l'éducation de base, la gratuité. Beaucoup d'incantations autour de cette question avec des critiques non fondées, dénuées de tout fondement, mais le président n'a pas lâché prise. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est une réalité. Le président de la République a estimé que notre pays n'avait pas suffisamment de bonnes relations avec l'extérieur. On a vécu dans une sorte d'atmosphère d'animosité, de haine. La diplomatie n'était pas de mise. On dirait qu'on faisait une sorte de pseudo-souveraineté qui, en réalité, ne pouvait pas apporter quoi que ce soit pour notre pays. Et le président de la République de prendre des décisions courageuses, d'abord pour remettre le Schengen, parce que ça a beaucoup endommagé la situation des Congolais, même si les Belges, bien entendu, il y a eu des intérêts qui ont été compromis, mais bon, ils ont toujours des moyens pour survivre devant des situations difficiles. Le président de la République a fait des randonnées. Il est allé d'abord dans la sous-région pour rencontrer le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Vous savez que ce sont des pays voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Et il fallait véritablement les rencontrer, discuter avec eux, dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, entrevoir des possibilités, comment on peut... Monsieur Yamba Yamba, c'est bien, chapeau au chef de l'État, selon vous, mais actuellement, le chef de l'État est critiqué aussi. Pourquoi? Parce que c'est bien de promettre, c'est bien d'avoir une vision, de bonnes initiatives, mais il n'y a pas jusque-là quelque chose de concret. Par rapport à l'Est de la RDC, oh là là. Par rapport à l'Est de la RDC, c'est une situation socio-économique. Alors il faut traiter ça avec beaucoup de délicatesse. Pourquoi? Vous savez qui en bénéficient et qui sont les vrais auteurs. Donc il faut déboulonner tout un système. Par rapport à ceux qui pensent de la sorte, quelle est votre réaction? Mais écoutez, le président a un feeling politique. Il a une intelligence politique. Vous savez que la situation à l'Est met en branle trois composantes, j'allais dire trois compartiments. Il y a d'une part les Congolais qui sont à l'interne, qui sont des comploteurs. Il y a les amis de la sous-région qui en réalité font office de sous-traitants. Et vous avez les internationaux qu'on appelle généralement les multinationales qui sont devenus plus fortes que leurs États respectifs. Et qui visiblement
s'investissent à longueur de journée, justement, pour chercher des ressources chez nous. Vous savez, madame, que la guerre est devenue une usine de production de richesses. Il y a trois usines aujourd'hui pour produire des richesses. Il y a les usines pharmaceutiques, vous avez la révolution informatique ou numérique, et vous avez les guerres. Il y a des pays qui ont fait toute leur vie en ne faisant que des guerres, et pendant les guerres, ils sont en train véritablement d'exploiter les richesses des autres. Et donc, cette convergence d'intérêts entre trois compartiments qui bénéficient véritablement les dividendes ont beaucoup anéanti, fragilisé notre pays. Et le président a compris cela. C'est comme ça qu'à l'interne... Le Rwanda, qui est le pays voisin de la RDC, est complice à 80%. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous donner les degrés, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays. Vous savez, l'AFDL est arrivé, c'est le Rwanda, il y a le RCD, la base arrière. Dans cette complicité, on pointe un doigt accusateur aussi à la MONUSCO. Bien entendu. Bon, écoutez, oui, bien entendu. Ben, bon, nous avons fonctionné comme un État patrimonial. Un État patrimonial passe par un État qui vit de la prédation. Oui. Et la prédation est partagée entre trois niveaux. Il y a même des Congolais qui sont dans cette histoire qui, véritablement, aujourd'hui, deviennent des millionnaires, des milliardaires. Est-ce que le chef de l'État pourra réussir à déboulonner tout un système pour que la paix totale puisse régner à l'est de la RDC? C'est pourquoi il utilise plusieurs moyens. Il y a d'une part la force, et nos militaires sont organisés de telle sorte qu'on puisse véritablement déconstruire. Ces moyens sont à saluer. Il y a aussi la diplomatie, raison pour laquelle le président a été reçu aux États-Unis par des milliardaires. Il a été reçu en Europe aussi par des grands opérateurs économiques, etc. Pourquoi? Simplement parce que ces gens-là sont très investis, n'est-ce pas, pour exploiter nos richesses. Ils sont soutenus par leurs États respectifs, etc. Et donc, il faut discuter avec eux pour montrer que nous pouvons tous gagner lorsque on construit la paix. Parce que la confrontation, il y a perte de ressources humaines, perte de ressources matérielles, perte de ressources financières, etc. Mais si on peut s'entendre en se disant, voilà, nous avons du gaz méthane dans les lacs Kivu, si nous pouvons exploiter tous, chacun devra trouver son compte. Écoutez, cette analyse coût-bénéfice et risque du scénario va poser, n'est-ce pas, une sorte de réflexion dans les chefs de ceux qui sont organisés pour détruire la République. Et c'est ça justement l'approche du président. Organisons les FARDC pour qu'ils continuent véritablement à démolir les poches de résistance, mais il faut également une autre guerre diplomatique, une diplomatie agressive qui permette de prendre contact avec ces gens, comprendre leurs priorités, comprendre leurs problèmes, comprendre leurs orientations et de dire, écoutez, créons des intersections. Il faut du temps, vous ne trouvez pas? Mais dans les 10 mois ici, lorsqu'on constabilise les évolutions positives, on peut dire que cette diplomatie était vraiment agressive et ça a donné des résultats. Parce que, croyez-moi, les randonnées et les incursions, n'est-ce pas, à l'aide de la République, lorsque vous analysez en termes de volume et de dose, on dirait que, bon, ça a diminué en tout cas. Il faut réformer l'armée, mais le chef qui sont à la tête de l'armée à l'est de la RDC, vous pensez qu'ils sont à la hauteur pour tenter de trouver une solution palliative à la crise qui sévit dans cette partie du pays? La diplomatie, la communication politique est très importante. La plupart des guerres qu'on observe en Afrique sont des guerres qui sont organisées par de puissances d'argent. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est très clair. Au Mali, on vous parle, n'est-ce pas, des terroristes, etc., au nord. Et c'est très clair que ce sont des puissants d'argent qui organisent tout ça. Lorsque vous regardez le Boko Haram au Nigeria, c'est très clair. Même dans les années 70, 60, etc., on a organisé justement pour exploiter le pétrole de Biafra, etc. On connaît l'histoire. Le Congo-Kinshasa aujourd'hui en souffre, effectivement, parce qu'il y a des forces de puissance d'argent autour de cette question, mais qui trouvent véritablement des comploteurs internes. Et on construit des synergies gagnantes. Et alors le président de la République essaye d'aller vers les agresseurs, discuter avec eux, leur dire qu'il y a moyen, n'est-ce pas, qu'on exploite et que chacun trouve son compte. Et c'est comme ça qu'il propose en disant, nous avons les minéraux,
de prédilection aujourd'hui parce qu'il y a le système de dérèglement climatique. Le cobalt, nous en avons 60% des réserves mondiales, etc. Nous avons le coltan, 80% des réserves. Pourquoi nous ne pouvons pas créer, des sociétés ou des entreprises mixtes, etc., où nous pouvons exploiter? Le président de la République a reçu Bill Gates, le milliardaire, le premier d'ailleurs, n'est-ce pas, aux États-Unis, etc. Il a rencontré Warren. L'opposition, excusez-moi de vous interrompre, l'opposition clame assez avec le randonnée du chef de l'État qui n'apporte absolument rien dans le pays, parce que quel est les gain de ces déplacements? On les traite même d'un pigeon voyageur. On a suivi récemment le chef de l'État dire qu'il a ramené beaucoup au pays, mais selon certaines indiscrétions, jusque-là, le chef de l'État n'a rien ramené. C'est plutôt au mois de mars de l'année prochaine qu'il y aura quand même quelque chose, malgré les multiples promesses, ça et là. Vous savez, madame, depuis un certain temps, je m'intéresse de mon pays, et en tant que panafricaniste, je suis en train de travailler, je fais de la recherche dans le sens de savoir comment on va s'y prendre, avec quel personnel politique, avec quel personnel économique, etc. Et quand j'analyse les faits, je réalise finalement que nous n'avons pas véritablement de vraies élites politiques. Hier, on avait des élites économiques, ça c'est évident. Aujourd'hui, on est en perte de vitesse. Mais l'élite politique est plus dans les débats des quartiers. Ce qu'on appelle généralement les débats des bas étages. Au lieu de mettre de la réflexion profonde pour savoir véritablement les tenants et les aboutissants d'une question, ils sont dans des critiques incantatoires qui frisent une sorte d'adolescence retardée. Comment pouvez-vous imaginer? Vous dites, on vient dans un pays, la moyenne du budget a toujours été de 4 milliards de dollars. Et puis bon, voilà, donc on est 92 millions d'habitants aujourd'hui. En 2050, en 2035, on sera à 165 millions. En 2050, on sera au-delà de 200 millions. Et le président de la République dit, oui, nous sommes capables de générer des ressources internes, mais nous devons ici avoir sollicité la solidarité du peuple entre le peuple à travers le monde. Et cela ne s'acquiert pas en croisant les bras au bureau. Il faut affronter les gens, il faut présenter, faire le marketing. Et le rôle d'un homme politique, c'est de faire le marketing vers une cible pour susciter son intérêt, pour l'entraîner vers sa direction. Et donc, le président de la République va dans le Schengen, va à l'Union européenne et leur propose des choses importantes, raison pour laquelle vous avez vu, il est allé jusqu'à Anvers quand il était en Belgique, etc., rencontrer les opérateurs économiques, regarder les dispositifs de traitement de notre diamant depuis des années, etc. Tout simplement parce qu'on a besoin que l'amiba soit remise en branle. Il est allé aux États-Unis. D'abord aux Nations Unies, il dit, écoutez, nous avons la capacité de nourrir des milliards de personnes. Vous savez que tous les pays aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, etc., on a peur qu'en 2050, on aura 9 milliards de personnes. C'est que très clairement, on sera au-delà des moyens disponibles. Et il y a même des méthodes aujourd'hui qui sont utilisées dans le sens de réduire la population. Et le président dit que le Congo est capable de nourrir des milliards de personnes. Parce que nous avons encore des potentialités agricoles. 80 millions d'hectares à 120 millions. Et venez investir. Vous avez suivi, même au ministère de l'Agriculture, les gens descendent chaque jour, naturellement. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout depuis là. Là, on est en train un peu d'analyser mollo vos propos. Tantôt là, vous avez signifié que la gratuité de l'enseignement, oui, Paris gagnait pour le chef de l'État. Vous êtes d'accord avec cette affirmation, si je comprends bien. Mais d'aucuns pensent qu'il y a tentative d'échec de la gratuité de l'enseignement. Mais écoutez, madame, un homme politique qui a un visionnaire, qui sait où est-ce qu'il va, doit prendre des décisions stratégiques. Mais ces décisions sont souvent accompagnées de douleurs d'enfantement. Parce que vous êtes là en train de déplacer un système vers un autre système. Et ça ne se fait pas de manière mécanique ni mathématique. Et le vrai leader, c'est quelqu'un qui prend de risques, au risque et péril. Justement pour aller dans une direction où ça va susciter autant de critiques, mais il sait où est-ce qu'il veut aller.
Et c'est justement dans ce contexte contextualisé que le président de la République a pris un certain nombre de dispositions dans ce sens. On y est, vous avez suivi, parce qu'on pose la question, et la Banque mondiale, et tous ces gens qui vont, quand ils vont à l'extérieur, etc. On ne peut pas comprendre que pour arracher 1 milliard de dollars auprès de la Banque mondiale, il n'y a pas une institution aussi exigeante. J'y travaille. Ça fait une 20aine d'années que je suis consultant dans cette institution. Bien, écoutez, c'est pas si facile. Il faut avoir une capacité de communication, il faut avoir des preuves pour convaincre naturellement la volonté très volontariste de banquiers. Aujourd'hui, nous sommes en position d'obtenir naturellement 1 milliard de dollars. Et cela peut même s'échelonner pendant 5 ans. Dit, mais écoutez, un peu presque partout, on a un peu d'argent. Mais le président de la République voudrait, au-delà de ce que nous pouvons recevoir comme don, mettre en place les dispositifs d'un partenariat public et privé, où nous avons des grands projets qui peuvent véritablement être assumés par des investisseurs étrangers, mais nous partageons les dividendes. Nous avons également une nouvelle politique avec un canevas où on dit, voilà, nous avons des richesses potentielles, des ressources naturelles, plus rien ne sera comme avant. Si vous venez exploiter, il faut exploiter, il faut extraire, mais il faut aussi transformer localement, et il faut commercialiser aussi à partir de notre pays. C'est comme ça que les Chinois ont progressé, c'est comme ça que les Indiens ont progressé. Mais vous pensez qu'avec la guerre qui refait surface à l'est de la RDC, il y a le ciel congolais qui continue à faire pleurer, il y a des inondations et l'insécurité grandissante dans l'ensemble du territoire national, vous pensez que ça ne va pas arrêter ou décourager ces investisseurs? Si le monde était un paradis, on arrêterait. Tout ça, ça montre naturellement quelle devrait être la capacité de l'élite politique à trouver des solutions. Nous avons fait 37 ans à l'opposition, ce n'est pas pour s'amuser. Nous ne prenons pas les trains en cours de route. Nous avons mijoté un certain nombre de stratégies innovantes pour prendre la responsabilité dans ce pays. Certes, nous n'avons pas eu peut-être la chance. Non, ce n'est pas une question de chance, mais une question de la procédure humaine. Les investisseurs ne seront pas retenus par la réalité, la situation actuelle du pays. Non, si on avait vraiment la majorité au Parlement, si on avait la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, etc., je vous assure, le Congo sera le Brésil d'Afrique. Parce que le président n'a pas besoin d'aller voler l'argent. Il est loin de ça parce qu'il a un devoir de révélabilité vis-à-vis de la mémoire de son père qui s'est investi pendant des années, vis-à-vis de lui-même, parce que c'est un grand combattant aussi. Mais avec ce quoi, comment est-ce qu'il peut procéder pour sortir du gouffre? Mais non, mais il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il est sur un terrain de jeu. Et vous savez que c'est un combat complexe. Mais il est en train de se battre. Il est en train de rassurer les uns les autres. Il est en train même aussi de convaincre nos compatriotes qui sont en coalition avec nous, pour dire que nous n'avons que le Congo comme plantation, comme église, comme village. Parce que vous parlez de la coalition FCCK, on est en train de dire que c'est une coalition, c'est un mariage à contre-nature. Non, nous avions une obligation. Parce que le président de la République est censé être le visionnaire de la République. C'est la seule personne qui a été élue au suffrage universel direct. Et donc, le président de la République, qui aurait pu avoir, n'est-ce pas, une majorité parlementaire. Parce que c'est là que se décident naturellement les dirigeants de la République. Il me semble que le FCC a obtenu une majorité. N'allons pas dans les querelles des élections, etc., même si on connaît comment les choses ont fonctionné. Mais quand cela ne tienne, nous sommes obligés, parce que nous avons promis un certain nombre de choses à notre peuple, de voir avec ceux qui aujourd'hui ont aussi une certaine majorité, construire des synergies gagnantes, construire une équipe nationale, de manière à pouvoir combattre la pauvreté. Vous savez, madame, le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vouloir mettre en place une équipe nationale. Et cette équipe nationale, nous avons un coach. Je ne connais pas suffisamment celui qui est entraîneur actuellement, mais le coach, notre coach habituel, c'est Ibenge. Et Ibenge recrute des gens à Vita, recrute à Renaissance, recrute à DSMP, recrute à Mazembe, recrute à Monungi, à Mbandaka, etc. Ils viennent. Et puis, ils les entraînent. Mais les joueurs refusent les entraînements de coach Ibenge. Ils préfèrent se référer à Miaou pour les Topé Mazembe, etc., etc. Parce qu'on parle de la coalition Cash FCC, comment voyez-vous son avenir? Non, mais nous croyons. Nous croyons encore avec la coalition parce que nous n'avons pas de choix. Le président de la République est
le visionnaire principal. Il est censé, n'est-ce pas, avoir des concertations avec le Premier ministre. Il est censé signer un certain nombre de documents, c'est lui qui engage la République, etc. Et mutatis mutandis pour la majorité au Parlement, etc. Et aussi, ils ont besoin du président de la République. Et aucun groupe ne peut évoluer en solo et réussir son pari. Le grand malheur, c'est quoi? C'est que, au lieu qu'on prenne conscience de ça, pour que chacun s'investisse dans la dynamique de pouvoir booster, n'est-ce pas, la République, on est tout le temps en train de se référer à des entraîneurs, des équipes privées, etc., au point où ça constitue, ça dysfonctionne véritablement la cohésion de l'équipe. Et moi, je crois que au fur et à mesure qu'on avance, on va voir la dédramatisation de la situation. Madame, il y a un panafricaniste, Kaliba, qui vient de découvrir une science qu'on appelle la discipline aujourd'hui, la mankhémologie. La mankhémologie, c'est une nouvelle discipline qui étudie les séquelles, qui étudie les traces, qui étudie les réactions d'inaction qui a été menée sur les individus. Si les individus ont connu un système, si les individus ont connu des agressions, si les individus ont connu le vol ou les agressions, ont connu un système qui les a moulés dans une sorte pas de vie quotidienne, ces individus-là, si on veut les amener vers un autre système, la tendance générale, c'est que ces séquelles peuvent devenir soit un handicap, soit un élément favorable. Merci pour avancer. cet éclairage. Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, le vice-premier ministre Gilbert Kankonde s'attire toute la colère du Front commun pour le Congo, le FCC, pour le fait de réhabiliter les gouverneurs et les vice-gouverneurs du Congo central. Vous, personnellement, comment jugez-vous personnellement cette façon de procéder? Moi, je suis de ceux qui pensent, et ça fait plusieurs années que nous nous battons pour que le Congo fonctionne autrement. Il ne fallait pas lever les sanctions? Je voudrais simplement vous dire, madame, que je suis quelque peu inquiet de l'allure où se prennent les choses. Vous savez, le Premier ministre, le chef du gouvernement et le vice-premier ministre sont des collaborateurs immédiats. Madame, comment pouvez-vous imaginer que même s'il y a une faute dans le chef du vice-premier ministre et que le Premier ministre prenne ses responsabilités, ce qui est de bonne guerre. Mais pourquoi ces décisions-là doivent se retrouver sur la place publique? Pourquoi ça doit se trouver dans les réseaux sociaux? Et j'ai entendu le vice-premier ministre dire qu'il n'a même pas encore reçu la lettre. Entre-temps, la décision du Premier ministre se retrouve dans les réseaux sociaux, dans les différentes déclarations des hommes politiques. Et pourtant, c'est une question administrative. Parce qu'en fait, lorsqu'on pose la question, on demande les explications. C'est une lettre administrative qui doit rester interne. Mais comment à la place publique? Ça montre naturellement un problème de maturité politique. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres décisions qui ont été prises. J'ai suivi... le Premier ministre a écrit à la présidence. Le ministre des Finances a écrit à la présidence. Il y a des conseillers du président qui sont indexés. Entre-temps, toutes ces lettres sont sur la place publique. Mais ce sont des questions administratives. Si on doit écrire à tout moment, même s'il faut aller pisser, on écrit que voilà, je vais aller pisser. Et on met ça dans les réseaux sociaux. Ça devient un problème. Non, moi j'ai horreur. Ici, je n'analyse pas encore la forme et le fond de ce que représente la décision du vice-premier ministre. Mais j'ai dit, mais écoutez, si on est collaborateur immédiat, et je m'excuse beaucoup, madame, on est collaborateur immédiat, le management oblige que les gens se concertent. On peut même une question, monsieur le vice-premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réhabilité, mais tu ne m'as pas informé. Le premier ministre, le vice-premier ministre, bon, c'est une question ordinaire. Si c'était stratégique, j'aurais pu vous consulter, mais sinon je vous ai réservé la copie de la lettre. Et ça se termine là. Et alors maintenant, le premier ministre, qui a le droit de pouvoir demander des explications, mais en attendant que la lettre n'arrive auprès du vice-premier ministre, cette lettre est à la place publique. C'est la première chose. Deuxième chose, s'il vous plaît, le vice-premier ministre n'a pas suspendu le gouverneur. Certes, il semble qu'à l'époque de Basile, on a entendu qu'il y avait une suspension, etc. Mais quelle était la procédure? Quand il y a eu suspension, c'est une mesure conservatoire.
Et alors, aux conservateurs, pourquoi? Parce que pour donner libre cours aux procédures d'être rendus opérationnels. Et on dit, bon, mais les députés provinciaux, le procureur demande à ce que on puisse... Il y a de quoi dire que la coalition FCCK, c'est un mariage à contre. Je me suis dit qu'il faut que j'explique. Ça souffre de beaucoup de mots. Le procureur demande à ce que l'Assemblée décide pour livrer le couple du gouverneur du Bas-Congo. Et, curieusement, l'Assemblée vote 21 députés sur 19 n'étaient pas d'accord pour que les gouverneurs soient livrés. Entre-temps, les procureurs étaient coupés dans la dynamique des investigations qu'il allait faire par rapport à cette question. Et puis, si la procédure de poursuite de ces gens terminée, parce que les députés n'ont pas voulu les livrer, le vice-premier ministre qui vient d'entrer et qui trouve qu'il y a un intérimaire et qu'il n'y a pas un soubassement pour véritablement justifier ça, il prend la décision pour dire rentrez jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce qui a été fait. Où se trouve le crime de lèse-majesté? Mais qu'est-ce que justifie le comportement de deux députés, l'un du FCC et l'autre de l'AMUCA, qui ont failli lyncher le vice-premier ministre lors de la récente séance plénière en la chambre basse du Parlement? Ça prouve que nous avons eu une élite politique qui a été formée dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. C'est très clair que beaucoup d'élites politiques dans notre pays sont des adolescents retardés. Je n'aurais pas pu véritablement vous répondre par rapport à ça. Un vice-premier ministre invité à mon uniforme et finalement prennent la responsabilité d'agresser le vice-premier. Les députés prennent la responsabilité d'agresser. Les gens qui se sont toujours posé des questions sur les coulonnats à cravate, voilà un échantillon représentatif. Et ces gens-là, vous croyez, ils vont se concentrer pour produire véritablement des idées qui vont changer ce pays? Ah ben non, c'est de la distraction. C'est pourquoi je ne voulais vraiment pas répondre à cette question. Je me dis, si c'est cela, les modèles de l'élite que nous avons, si c'est cela, les chantiers, on attendra longtemps, et encore qu'ils vont repartir l'année prochaine, on va encore les élire, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Et tant qu'on n'aura pas véritablement construit et domestiqué l'approche de construire un horizon politique, savoir, en ayant 50 ans, en ayant 100 ans, on fait quoi? Et que quiconque qui vient et qui présente un projet, une offre politique, madame, on va toujours élire des escrocs, des imposteurs, et on va toujours assister à des scènes pareilles. Mais le jour viendra où les hommes qui aiment le Congo et les Congolais, les hommes qui véritablement ont une vision pour l'avenir de la République, le président est tout seul sur un terrain de jeu. Je suis désolé. Mais écoutez, au fur et à mesure, il faut s'acclimater. J'ai entendu même l'un des agresseurs en train de demander le mea culpa. Moi, je dis au moins là, il a compris. Il faut arrêter des incantations, il faut arrêter des conneries. Le Congo est en situation difficile, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Ils ne vont pas assister au total 5 séances plénières successives. J'ai horreur de ce barème de sanctions. C'est une sanction digne, je ne sais pas. Ce barème de sanctions pose beaucoup de questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions. Mais ça ne m'étonne pas parce que je t'ai expliqué que la maquémologie produit des maquèmes, des maquetas, des maquetums. Et quand on a été entraîné véritablement dans un système, on a difficile à se détacher. Et tout le monde qui a été moulé a tendance véritablement, même si l'intention c'est de vouloir quitter le système pour aller dans un autre, mais il y a une résistance. Ça va aller petit à petit, surtout que notre président a la capacité de persuasion. Je suis conscient que le président Kabila qui est entré par la grande porte en acceptant véritablement l'alternance, pourra davantage renforcer sa vision auprès de son frère qui est aujourd'hui président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une capacité de gérer les émotions. Vous l'insultez, il vous regarde, il ne réagit pas. C'est cela ce que nous avons appris à l'IDPS. Et je crois que le président de la République et l'ancien président de la République qui est entré par la grande porte et qui doit faire beaucoup d'attention pour ne pas sortir par la petite porte.
il a la responsabilité de défendre véritablement son histoire vis-à-vis des générations futures et de l'histoire. Et c'est très important pour que tout cet entamare, toutes ces discussions de bas étage vous ne voyez pas que disparaissent de la scène. Oui. Vous ne voyez pas que le cash commence à courtiser le gouvernement FCC? Vous trouvez ces comportements normaux politiquement? Parce qu'on voit déjà Cash a maintenu Bamanissa et puis à tout le gouverneur du Congo central. N'est-ce pas que le Cash est en train de courtiser le gouvernement FCC? Non, surtout pas le président Félix. Surtout pas. Nous, on n'a pas été formés pour jouer de l'imposteur. Nous, on a été formés pour être sérieux. Non, mais c'est justifié, c'est justifié. Déjà, Cash a maintenu Bamanissa. Et puis de quelle manière? À tout mon âge. De quelle manière? De quelle manière on maintient Bamanissa? L'idée pour le président de la République, c'est de vouloir construire une stabilité institutionnelle, donner la possibilité aux uns et aux autres de continuer. Tous ces gens, ils ont été fabriqués à l'époque où il y avait l'Ancien Régime. Bamanissa, c'est pas la première fois qu'il est gouverneur. À un moment donné, il a eu la caution véritablement de la mouvance présidentielle à l'époque. Mais cette fois-ci, il était indépendant. Et il est pourchassé par les députés. Et vous savez, les députés aujourd'hui, quand on y arrive, c'est pour s'enrichir. On s'en fout éperdument de ce que peut faire le gouverneur, etc. On a tendance à vouloir le faire partir. Mais ce sont des manquantum. C'est-à-dire que ce sont des séquelles, des traces que nous avons subies. Mais il faut aider les gens à se débarrasser véritablement de ces séquelles-là. Et c'est ce que fait le président de la République. Au lieu d'avenimer la situation des hommes précaires, on réunit les gens, on se dit, mais vous souffrez, vous vous battez pourquoi? Vous avez une seule mission, c'est de lutter contre la pauvreté. Et qu'est-ce qui vous oppose? Pourquoi on ne peut pas trouver un compromis? Ça, c'est le rôle du président de la République. Parce qu'en réalité, il n'est pas chef, n'est-ce pas, de toutes ces assemblées qui sont en majorité FCC, etc. Moutante si Moussandis, vous avez vu au Sankourou comment ça se pose. Vous avez vu, n'est-ce pas, dans le Congo central. Et partout où il y a des indépendants, ils doivent être combattus. Et vous savez pourquoi, madame? L'expérience est malheureuse. En 2006, le MLC était le seul parti qui avait un gouverneur à l'Équateur. Et vous savez ce qui s'est passé? Malgré que la majorité présidentielle avait 10 provinces, mais la majorité a pourchassé jusqu'à arracher au FCC, au MLC, n'est-ce pas, le seul gouverneur qui restait, par des méthodes parfois immorales, etc. Tu vois? Et bon, maintenant, en 2011, ils ont tous les gouverneurs. Et en 2019 ici, ils ont presque tous les gouverneurs, les quelques rares indépendants. Et vous savez, ces indépendants-là, ils ont toujours en acquaintance avec le FCC. Mais il faut se donner le score, qui est mieux que l'autre, etc. Et surtout qu'aujourd'hui... Parce que vous parlez du MLC, parenthèse, et les MLC excluent toute tentative de rapprochement avec le FCC. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un bruit qui a semblé courir au début de la semaine que les présidents nationaux du MLC rôdent tout autour du FCC. Il est en train de toquer à la grande porte du FCC. Ça, moi, je ne saurais pas. Moi, je suis non seulement politique, je suis scientifique. Je n'ai vraiment pas de nouvelles par rapport à ça. C'est de son devoir, c'est son droit, en tant que chef politique, de vouloir créer des synergies avec d'autres qu'il estime être utiles. Tantôt, on parle du FCC, tantôt, on parle de Cash, etc. Mais c'est de son droit de créer des alliances, etc. Mais voilà, c'était juste une parenthèse. Quand le chef de l'État dit que il ne va pas fournier dans le passé, plutôt bâtir un Congo uni, alors qu'une bonne frange de Congolais attend des sanctions contre ceux qui ont mal dirigé. Vous pensez que c'est une bonne vision? Non, le président de la République a dit, ne me faites pas un dictateur. Il refuse d'être un dictateur. Il a combattu la dictature. Il ne veut pas être dictateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire profiter des institutions de la République pour anéantir les adversaires. Vous vous rappelez, Bemba n'a pas été ici. Il n'a pas participé aux élections. Et vous savez, c'était la justice qui a fait son travail. Et pourtant, on venait d'ailleurs de prononcer les jugements définitifs. On disait non, il fallait un jugement définitif. Et Bemba maintenant est sanctionné.
maintenant. Mais il aurait pu avoir accès, naturellement, aux élections de 2018. Vous voyez, et le président Tshisekedi, il refuse justement d'utiliser les institutions de la République pour éliminer les autres. Cependant, il n'est pas dictateur. Ces institutions ont droit de décider. Ces institutions ont des prérogatives. Ces institutions ont des missions. Lorsqu'on se trouve devant une situation... La CPI réclame encore Jean-Pierre Bemba pour 1 année. Eh bien, alors, c'est pas nous. C'est pas facile. Voilà. Donc, ça veut dire en fait que la justice doit faire son travail. C'est l'anéantir politiquement. Dans beaucoup de pays... Il ne sera pas anéanti politiquement. Bon, il est aguerri. Parce qu'il est déjà fragile, fragilisé politiquement. Il est aguerri. Mais nous voulons, sincèrement, et je l'ai toujours dit depuis longtemps, quand Jean-Pierre était encore en prison. Vous savez qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila ont fait avancer la démocratie. Jean-Pierre a accepté, malgré lui, n'est-ce pas, le résultat. Il est allé jusqu'à la Cour suprême, n'est-ce pas, de justice. Et puis bon, il a été arrêté. Et 10 ans après, on dit non, il n'a rien fait. Et puis finalement, on le sort, maintenant on les sanctionne encore de subornation, n'est-ce pas, pendant 1 année. Bon, quand cela ne tienne, je crois que lui, c'est un animal politique, il saura comment rebondir. Il saura comment rebondir. Quand cela ne tienne, nous prions que, bon, parce qu'ils vont encore faire le rappel, comme on dit, le rappel, ils vont intercepter, comment on dit, il va encore demander la révisitation de ce jugement. Espérons que les choses pourront aller à sa faveur. Nous avons besoin que tous les acteurs politiques compétissent et que nous puissions, n'est-ce pas, nous approprier de notre... Robert Yamba, cadre de l'UDPS panafricaniste. Le Conseil de ministres propose déjà que la date du 24 janvier soit retenue comme une journée nationale de l'alternance démocratique. Comment vous en jugez? Non, mais c'est une journée importante. On a connu de pouvoir dans notre pays. Il n'y a jamais eu remise, etc. Et c'était connu, vous vous rappelez, ce qu'on appelle la congolisation. Les désordres, c'est le Congo. Pour une fois, on a assisté à une remise, une reprise d'un président qui laisse la place à un autre président élu, etc. On aurait souhaité véritablement construire un ancrage institutionnel par rapport à ça, un ancrage populaire pour dire que voilà, nous optons pour un tel modèle, nous ne voulons plus faire ce qui s'est passé ailleurs. Alors qu'il ne faudrait pas que ça soit essentiellement charnel, il faut que ça soit spirituel aussi, que les gens qui prônent cela, et de tous les côtés, de tous les bords, qu'on ait conscience que cette alternance ne doit pas être court-circuitée, dysfonctionnée, disjonctée. N'est-ce pas? Parce que j'attends, quand je vois les réflexes, quand je vois les comportements, on est pratiquement dans une logique réductrice, dans une logique simplifiante, dans une logique disjonctive de ce qui représente le contenu qu'on donne naturellement à cette journée. Plus rien ne sera comme avant. Il faut qu'on puisse y aller dans le sens qu'à chaque cycle électoral, qu'on fasse une alternance pacifique, civilisée, et c'est là qui va véritablement redorer le blason du Congo et des Congolais, et c'est ce qui va donner la possibilité au monde entier de nous fréquenter et de nous respecter. Et tant qu'on va aller d'irrégularité en irrégularité, plus personne ne va nous faire confiance. Et donc le Congo va rester dans une situation catastrophique. Et ça, nous refusons, nous l'UDPS, parce que nous sommes restés pendant 37 ans sans impliquer dans les institutions de la République. Et nous voulons inoculer cet esprit. Et tout le Dieu de nos ancêtres, le Dieu, l'homme qui a créé l'humanité, l'homme qui a créé la terre et le ciel, ne nous abandonnerons. Ne nous abandonnerons pas. Voilà, merci pour cet éclairage. Le Fonds monétaire international, FMI, trouve 10 milliards comme budget est irréaliste. Commentaire. Mais, irréaliste comment? Il faut qu'à un moment donné, nous sommes de l'UDPS, nous avons construit une pensée autonome. Nous avons conçu une réflexion authentique d'affirmation de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques, pour dire que nous sommes capables de maîtriser les enjeux, les terrains et le mécanisme de gestion de notre pays. Et c'est sur base de ça que le président a des ambitions en disant, vous le savez, avant qu'il ne soit président de la République,
Il avait prévu 86 milliards de dollars pour 10 ans. Lorsque vous prenez l'échelle d'une année, avec les 86 milliards, vous avez 8,6. C'est que très clairement, nous ne sommes pas loin des prévisions. Et le président m'a même noté que lorsqu'on sera dans les institutions de la République, on va découvrir pas mal de mécanismes, on peut aller même au-delà. Et les souhaits du président de la République, c'est de comprendre effectivement que le Congo, qui a 80 fois plus que la Belgique, 120 fois plus que le Luxembourg, 100 fois plus que le Rwanda, vous ne citez que ces 3 pays, méritent d'avoir beaucoup d'argent, un budget, c'est pas exemplaire. Mais il faut poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. C'est ce que nous avons fait. Est-ce qu'il est irréaliste? Non, non, moi je dis qu'aujourd'hui d'ailleurs, madame, je me suis renseigné, vous savez, les régies financières ont déjà mobilisé, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, 62% de recettes. On est à presque 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Il n'y a pas que ça. Et puis la mobilisation, naturellement, avec tout ce que nous faisons comme randonnée à l'extérieur, etc. Donc, 10 milliards, c'est vrai, insuffisant par rapport aux ambitions, par rapport aux besoins, par rapport à la population, parce que nous sommes 172 millions. Ça ne représente pas grand-chose. Et que la moyenne, généralement, c'est 4 milliards. Et donc, il faut comptabiliser ce que nous avons fait comme prévision. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, madame, il y a un débat intellectuel qui est négligé par la classe politique. Vous savez que le budget du gouvernement central, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le budget de la République. Parce que le gouvernement central élabore son budget en fonction, n'est-ce pas, des compétences exclusives et partagées. Exclusives, il y en a 36 compétences dévolues au gouvernement central. Le gouvernement central peut, n'est-ce pas, prévoir, n'est-ce pas, l'entretien de routes d'intérêt général, d'intérêt national. Mais écoutez, les routes d'intérêt provincial, n'est-ce pas, sont dans le budget des gouvernements provinciaux. Et les gouvernements provinciaux ont 29 compétences exclusives. Et donc, ce qui se trouve dans le budget du gouvernement provincial ne se trouve pas dans le budget du gouvernement central. Et c'est que le Premier ministre Ilon Kamba a proclamé des 10 milliards représente essentiellement les compétences qui sont dévolues au gouvernement central. Et donc pour avoir un budget de la République, il faut faire un budget consolidé. Parce que la loi de notre pays voudrait qu'on fasse des statistiques en termes de finances du niveau central et de finances du niveau provincial. Si vous prenez par exemple, j'ai suivi la province du Alaba, le gouverneur a présenté plus de 500 millions de dollars. Si nous prenons au Katanga, si nous prenons Équateur, si nous prenons au Touélé, Bazouélé, etc., nous pouvons aller même jusqu'à 20 milliards de dollars, madame. Donc il y a une répartition de rôle à 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau central, il y a le niveau provincial et le niveau local. Et donc à chaque niveau, il y a un budget, il y a un programme. Et chaque niveau, on a la capacité de poser des actes parce qu'on a la personnalité civile. C'est cela, madame. Donc, les 10 milliards ne représentent pas tout ce qui devrait être fait sur l'ensemble de la République. Le message est passé. Ce 9 décembre, plutôt, l'on célèbre la journée internationale de la lutte contre la corruption. La corruption, n'est-ce pas, un mal à combattre? Oui, ça c'est le virus qui assiège, qui infantilise, qui clochardise tout un peuple et qui a été institutionnalisé dans notre pays. Et le président de la République, qui sait que la boussole dans les priorités de l'UDPS, c'est de lutter contre la corruption. Parce que madame, ne vous en faites pas, nous avons fait des études, et ça a été démontré que 75% des recettes de l'État sont volatilisées dans les poches des individus. Et l'ancien conseiller spécial du président Kabila, etc., disait que 15 milliards sont volatilisés chaque année. J'ai moi-même participé à un panel de chercheurs qui ont démontré que si on arrête la corruption à 30%, on peut aller jusqu'à 55 milliards l'année prochaine, etc. Mais donc c'est un fléau. Par rapport à la lutte contre la corruption, ainsi de suite, la justice fait son travail, doit faire son travail. Mais il y a un proche du chef de l'État, Lobo, qui croupit au CPRK. Il y a le vice-ministre de l'Intérieur également qui est là-bas. Mais vous ne trouvez pas que c'est insignifiant? C'est comme si ces messieurs Yamba Yamba sanctionnaient son fils. Mais nous, on veut voir, la population attend, on veut voir ces grands
dictateurs qui ont plongé les pays dans le chaos pendant 18 ans. C'est retrouvé au CPRK. Là, ça va réjouir plus d'un Congolais. Ne soyez pas émotionnel. Même le chemin le plus long commence par le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Si je peux sanctionner mon fils et en forcerie quelqu'un d'autre. C'est cela aussi, la pédagogie que cela apporte comme résultat. Mais ne vous en faites pas. Le président est en train d'aller dans un processus. Vous savez que d'ici là, il y aura une agence de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, le président est en train de vouloir raviver, n'est-ce pas, requinquer la justice de notre pays, les cours et tribunaux. Le président est en train de vouloir équiper la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. Le président est en train de demander aussi à l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement de manière générale, de faire leur travail. Chacun doit jouer sa partition. Moutandis pour les assemblées provinciales. Pourquoi pas la société civile dans un système de contrôle citoyen, etc. Cette répartition de rôles, et c'est ça justement la vision systémique qui représente l'action du président de la République. Chacun devra jouer son. Les journalistes, quatrième pouvoir, fouiner, donner des informations. Il ne faut pas appeler tout le monde de préso. Même des imposteurs, des voleurs potentiels, etc. Et c'est là, justement, que le pays et le président n'est que l'entraîneur, n'est qu'un stimulateur, n'est qu'un excitateur. Vous voyez, un catalyseur. Il ne peut pas aller à Bafouassendé pour aller contrôler là-bas. Mais il y a une société civile, il y a un procureur du tribunal de paix, etc. Tous ces éléments faisant commune, dans une répartition de rôles, chacun faisant sa partition, etc. On va sauver notre pays. Mais si l'on voudrait croire que le président de la République est le roi, qui est omniscient, omniprésent, dans n'importe quel coin de la République, pour aller surveiller, on attendra longtemps. Mais il donne un tonus, il faudrait qu'il soit emboîté de pas. Pourquoi le service de renseignement? Pourquoi la justice? Pourquoi le procureur ne peut pas se saisir? Pourquoi il y a sélection, par exemple, des extensions? L'émission touche à sa fin. On doit atterrir. Atterrir, n'est-ce pas, en douceur? Oui. Norbert Yamba, s'il faut parler de vous, quel est votre avenir politique? Comment voyez-vous votre avenir politique d'ici 2023, par exemple? Yamba, en tant qu'individu, mais Yamba est dans un parti politique qui est l'UDPS. J'ai adhéré, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, je suis en train de frôler 60 ans. Et j'ai toujours cru, madame, j'ai toujours cru que ce pays doit fonctionner autrement. Et nous nous sommes préparés suffisamment pour avoir la puissance du savoir. Parce que nous avons compris que si ce pays n'a pas marché, c'est parce qu'il y a eu un problème dans l'élite politique. Et nous croyons que l'UDPS ne va pas lâcher prise. L'UDPS devra travailler, non seulement pour aider les combattants ou les cadres, mais aider aussi les autres. Servir d'exemple. Lorsqu'on est dans une institution, il faut prêcher par l'exemple. Et c'est là le combat du président. C'est comme ça que vous avez vu des petites remarques par rapport à ses collaborateurs. Ils sont tout de suite arrêtés pour clarifier la situation. Ça veut dire en fait quoi? C'est un message. Si vous êtes habitué à fonctionner dans un système bien déterminé, attendez voir. Si vous continuez, n'est-ce pas, au regard de ces séquelles qui vous caractérisent, à pouvoir détruire le pays, à ce moment-là, n'est-ce pas, on verra qu'on va vous attraper. Néanmoins, pour moi, je vais continuer à faire la politique. Voilà. Mais une politique responsable, exemplaire, qui utilise la puissance du savoir, mais qui innove. C'est comme ça que je suis panafricaniste. Voilà, parce que je crois à l'unité de l'Afrique. Je me battrai pour que la construction des États-Unis se réalise. Et même pas aujourd'hui, mais ça peut se réaliser même dans 20 à 30 ans. Parce que l'agenda 2063 en prévoit. Et j'attends aujourd'hui, apporter des éléments à mon président pour que lui s'investisse, parce que lui aussi c'est un panafricaniste. On se battra tous. Parce que l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Congo ne peut pas se réaliser de manière individuelle. C'est ensemble avec tous les autres pays d'Afrique qui ont été divisés sur base d'une carte mal dessinée. Ce n'est pas avec des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Nous entendons nous battre pour qu'on réalise cela. Parce que c'est avec ça qu'on va créer une caisse de péréquation qui va construire des équilibres en Afrique et qui va permettre à l'Afrique de porter quelque chose à l'échelle internationale. Voilà. J'espère que c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Un message particulier pour terminer. Non, je voudrais simplement dire que l'Afrique a 5 régions. Il y a le nord, le sud, l'ouest, l'est et le centre. Nous sommes au centre. Franck Fanon disait que le Congo, l'Afrique a la forme des revolvers, on l'a gâché, c'est tout le Congo.
mais nous sommes à genoux par rapport aux différentes autres régions. Faisons tout. FCC, Lamouka, Cash, ayons un horizon politique. Quittons les débats des quartiers. Allons dans les débats de prospérité. Comment faire pour que notre peuple trouve son compte? Aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps dans les incantations, dans des déclarations incendiaires, irresponsables, parfois immorales. C'est aujourd'hui plus que jamais de prouver que nous avons été à l'école. Non, ne soyons pas des abrutis fondationnels. Quittons le perroquet, quittons d'être pseudo-politiques, de pseudo-chercheurs politisés, pour aller dans la vision de proposer. Proposer. Nous avons 5 ans. Proposer, aidez-nous. Aidez-nous, parce qu'en fait, les retombées, c'est pour notre peuple. Et si peut-être que vous allez montrer de quoi vous êtes plus capable que nous, peut-être en 2023, mais aujourd'hui, nous avons besoin de critiques constructives qui nous permettent véritablement d'aller C'était Norbert Yamba, cadre de l'IDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour Questions pour un citoyen de ce soir. Norbert Yamba est cadre de l'IDPS, il est aussi panafricain.